Bonsoir à tous et bienvenue à votre rendez-vous de l'Agora des directeurs financiers. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Elena Perrou. Bonsoir Elena. Bonsoir. Elena, alors que vous allez être présentée dans quelques instants, mais simplement pour vous situer, vous êtes consultante France-Russie et auteur du livre, bien sûr, Un Russe nommé Poutine, que je présente à la caméra. Je préviens que c'est votre livre de travail que vous me prêtez là pour le présenter. Et on aura le plaisir de vous le faire parvenir pour tous les participants qui l'auront demandé. Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi Michel Etlin, directeur financier de Engie et coprésident de l'Agora des directeurs financiers. Peut-être avant de présenter Elena, il convient aussi de pouvoir résumer en quelques lignes ces dernières années pour la Russie, en partant peut-être de 1922 avec ce point d'étape en 91 et jusqu'à aujourd'hui. Simplement pour vous donner quelques chiffres, de 1922 au 25 décembre 91, l'URSS occupait 1/6 des terres émergées, soit 22 400 000 km² de superficie. La population était de 293 millions d'habitants, 11 fuseaux horaires, de la mer Baltique et de la mer Noire à l'océan Pacifique, à savoir finalement toute la partie nord-est de l'Eurasie. En 91, changement de cap, la Russie occupe 11,5% des terres émergées, soit 17 125 000 km² pour être tout à fait précis, ce qui en fait tout de même le plus vaste État de la planète, malgré tout. Sa répartition est de 75% sur la partie Asie du Nord et 25% sur l'Europe. C'est le 9e pays le plus peuplé de la planète avec ses 147 millions d'habitants, soit 78% de ses habitants qui vivent sur la superficie de l'Europe. Et puis, finalement, pour arriver à Vladimir Poutine, il suffit aussi de rappeler quels ont été ses prédécesseurs. Mikhail Gorbatchev, de 85 à 91, consacré prix Nobel de la paix en 90. Il est le père fondateur de la Russie contemporaine. Finalement, on va revenir aussi sur ce point. C'est le réformateur de la fin de la guerre froide à la libération économique, puis toute la libération culturelle, politique. Mais finalement, pression trop forte avec les révolutions qu'il avait lui-même provoquées. Il démissionne en 91. Et puis Boris Eltsine, alors je prononce à la française, m'en voulez pas, ça évite les erreurs, de 91 à 99. Et puis Poutine était lui nommé président du gouvernement. Il lui succède en 91 jusqu'à ce jour. Et on va essayer en tout cas de savoir jusqu'à quand. C'est peut-être aussi un point important. Michel, je vous laisse la parole pour présenter Elena. Eh bien, donc c'est un grand honneur de vous recevoir ce soir. Donc, vous êtes né en Russie à Moscou, vous avez fait des études d'allemand, vous êtes agrégé. Poutine parle parfaitement allemand, mais n'est pas agrégé, comme nous le disions. Et surtout, Elena a travaillé comme conseiller technique au cabinet du président Chirac pendant 9 ans, de 1996 à 2005. Et ensuite, a dirigé l'Institut français de Saint-Pétersbourg de 2005 à 2008. Elle est maintenant consultante dans les relations entre la Russie et la France. Et donc, c'est une des personnes qui connaît le mieux et qui aura le plus de recul par rapport à ce qui se passe actuellement en Russie. Voilà. Alors, on n'a pas en une demi-heure, ça va être dur de faire un cours qui aurait pris peut-être 2 ou 3 ans en faculté française sur la Russie. Donc, on va se limiter à quelques points, puisqu'on n'a qu'une demi-heure au maximum. Le premier point, ça va être, je vais vous interroger sur Poutine. Ensuite, on fera un point sur l'Ukraine, si vous êtes d'accord. Et puis ensuite, une interrogation sur Navalny, qui est le sujet qui occupe... Enfin, l'Ukraine et Navalny, ça fait 20% des pages du Figaro en ce moment. Alors, concernant Poutine, la perception que l'on a, je crois, en France, c'est que à la fois, il inspire le respect, parce qu'il décide, parce qu'il est là depuis longtemps, et à la fois, il inspire de la peur par ses méthodes, par le fait qu'il ne faut pas visiblement s'y opposer. On sait peu de choses de lui. On sait que c'est un ancien officier du KGB, qui est peut-être la filière de recrutement des présidents, comme en France, c'est l'ENA. Quelqu'un disait que c'était l'ENA militaire, le KGB, c'est peut-être ça. Mais au fond, on ne sait pas grand-chose. On sait qu'il décide, puisqu'il a décidé d'intervenir en Syrie et il a réglé le problème de l'État islamique, ce que l'Occident était incapable de faire. Et donc, son image en Occident, à ce moment-là, était très bonne. Il a été capable de désendetter la Russie entre 1997 et 2008 d'une manière... On est passé de 120% de dette sur PIB à 15%.
Il est capable d'augmenter la durée de travail avant de partir en retraite rapidement, parce que ces deux derniers points, la France en est strictement incapable, et donc je me demandais si finalement il ne serait pas très bon comme président de la France après Macron. Mais bon, ce n'est pas d'actualité, puisqu'il va peut-être être reconduit pendant de nombreuses années. Et la question, c'est, est-il seul ? Et quels sont ses soutiens ? Comment est-ce qu'il est perçu, ses soutiens dans le monde gouvernemental, la sphère juridique aussi, le Parlement ? Et comment est-ce qu'il est perçu par les Russes ? Et ensuite, un dernier point, quelles sont ses attitudes, sa relation avec le monde islamique ? Voilà. Très bien. Alors, je vais essayer d'aller vite, en effet, mais le sujet est très vaste. On a quand même un peu de temps, on a 20 minutes, Alors, 25. Pour commencer, VVP, les initiales de Vladimir Poutine en russe, Vladimir Vladimirovich Poutine. Il se trouve que, ça va parler au directeur financier que vous êtes, ça veut dire PIB, Produit Intérieur Brut. Le VVP, ça veut dire PIB en russe. Donc, c'est Monsieur PIB, en quelque sorte. Blague à part, je ne dis pas que c'est parce que c'est Monsieur PIB qu'il a réussi à remonter la situation économique de la Russie, effectivement, telle que vous l'avez décrit, c'est exact. Entre 2000 et 2021, la situation économique de la Russie est certainement bien meilleure. Solzhenitsyn avait dit de lui, d'ailleurs, il avait dit ça de lui en 2007. Poutine a hérité d'un pays à genoux. Il s'est attelé petit à petit à le remonter et les Russes n'ont pas tout à fait compris au départ quelle était la réalité de son action. Solzhenitsyn est mort en 2008. Je ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit de Poutine depuis, mais jusqu'en 2007, en tous les cas, il était un fervent partisan de Poutine, ce qui peut paraître très curieux, puisque ce n'est évidemment pas l'association Poutine-Solzhenitsyn qu'on a spontanément en France quand on parle de Poutine. Elena, juste en quelques mots, quelle était la situation pour les Russes dans les années 90 ? Justement, ce qu'il faut comprendre, c'est Poutine est arrivé après Yeltsin, comme vous l'avez rappelé très justement. Il est surtout arrivé après les terribles années 90. Pour vous donner une idée de ce qu'était la réalité de ces années 90, moi je les ai vécues pour partie de l'intérieur du pays, puisqu'à cette époque-là j'étais beaucoup entre la France et la Russie. Vous êtes des hommes, eh bien, l'espérance de vie des hommes était tombée à 58 ans au milieu des années 90. L'inflation était à 3 chiffres, même à 4 chiffres en 92. Il est né aussi peu d'enfants à la fin de cette décennie 90 qu'au moment les années les plus noires de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 43-44. C'est vous dire que les Russes ont vécu ces années 90 dans leur chair de manière extrêmement difficile. Donc Poutine vient après ces années de tourmente. Les contemporains même de ces années-là les ont appelées les années le nouveau temps des troubles. Et il faut savoir que les Russes ont cette particularité, et Poutine a cette particularité, d'avoir toujours un recul sur le temps long, contrairement à nous autres occidentaux, européens de l'Ouest, et en particulier français. Juste une petite parenthèse, une des actions peut-être les plus importantes de Poutine d'un point de vue symbolique, c'est de réconcilier la Russie avec son passé. Il dit toujours que la Russie a une histoire millénaire, qu'elle n'a pas commencé en 91, elle n'a pas commencé non plus en 22 ou en 17, elle a commencé dans les limbes du 9e siècle avec Rurik. Et souvenez-vous, lorsqu'il est arrivé en France à l'invitation du président Macron, il a parlé d'Anne de Kiev. Anne de Kiev, c'est le 11e siècle, princesse de Kiev qui se marie en 1051, je crois, avec un roi franc, Henri Ier, roi des Francs. On reparlera de l'Ukraine tout à l'heure, mais Poutine résonne dans le temps long. Quand il regarde dans le rétroviseur, si je puis dire, il résonne dans le temps long lorsqu'il regarde devant. Donc le temps long n'est pas une anomalie pour les Russes, c'est une échelle de temps à laquelle ils sont habitués. Donc réconcilier la Russie avec son passé. Réconcilier la Russie aussi, vous avez parlé de ce territoire qui a terriblement fondu avec la chute de l'URSS, et réconcilier la Russie avec sa diversité ethnique. Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, il est arrivé effectivement après ces terribles années 90 qui, d'un point de vue économique, c'était la naissance de l'économie de marché, mais ça s'est fait dans la douleur. C'est arrivé aussi, souvenez-vous, dans un trouble terrible de guerre civile qui n'était presque même plus larvée, et en particulier la question extrêmement douloureuse de la Tchétchénie. Et vous avez raison d'évoquer le rapport de Poutine à l'islam, parce que c'est très souvent une vision de la Russie qu'on n'a pas lorsqu'on la regarde depuis l'Ouest.
du continent européen. La Russie ne s'arrête pas à l'Oural. La Russie est pour partie asiatique et pour partie musulmane dans les républiques du sud, ou plutôt du Nord Caucase vu de Russie, mais aussi au cœur de Kazan, au Tatarstan. Vous avez une magnifique cathédrale avec une magnifique mosquée qui se regardent l'une l'autre et qui se regardent de manière tout à fait paisible. En Russie, il y a 25 millions de musulmans, donc à peu près 15% de la population. Et donc, si vous voulez, c'est une diversité ethnique, les spécialistes disent entre 160 et 190 ethnies, dont on n'a pas idée du tout lorsqu'on regarde... C'est finalement aussi un modèle de laïcité, la façon de gouverner de Poutine? Alors, laïcité est un mot compliqué appliqué à la Russie. C'est une conception de la laïcité qui n'épouse pas tout à fait la nôtre. Mais disons que le sentiment religieux est non seulement toléré, mais il est en quelque sorte encouragé. Et il y a des constructions d'églises orthodoxes à foison depuis la chute de l'URSS, mais il y a aussi des constructions de mosquées. Simplement, vous disiez que Poutine est passé par le KGB, oui. Solzhenitsyn, encore une fois, disait de Poutine, le KGB, il n'était pas gardien de goulag, il n'était pas commissaire politique, Poutine. Le KGB, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, et surtout, le service dans lequel il était lui-même. KGB, c'est Комитет государственной безопасности, comité de la sécurité de l'État. On reviendra peut-être sur ce mot de sécurité qui est important, en particulier lié à l'Ukraine. Il était dans le renseignement extérieur. Et Solzhenitsyn dit de lui, mais dans n'importe quel pays normalement constitué, on est fier de ces gens qui risquent leur vie pour défendre la patrie à l'extérieur des frontières. Comme la DGSE en France. Comme la DGSE en France. Souvenez-vous, il y a eu un président américain qui a dirigé la CIA avant d'être président. Personne ne le lui a reproché. Je veux parler de Bush père. S'agissant de Poutine, c'est un reproche qu'on lui a fait. Il est vrai que le KGB, par ailleurs, tout ce que véhicule le KGB est associé à des choses qui sont douloureuses. Mais enfin, si vous voulez, ça n'est pas Staline, voilà, pour dire les choses Justement, rapidement. Quelle est la place de Staline aujourd'hui dans la mémoire russe? Staline, alors je dirais qu'il y a plusieurs Stalines. Il y a le Staline de l'année 37, oui. de cette terrible répression qui avait d'ailleurs, entre parenthèses, décimé l'armée, qui n'était absolument pas prête à affronter l'ennemi nazi lorsque, en 39-41, disons, le problème s'est posé aux frontières de l'URSS. Et puis, il y a le Staline vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Le rapport à Staline est très ambigu. Il a été très négatif au moment de Khrouchtchev. Il a été un peu réhabilité, mais non, les Russes ne sont pas staliniens aujourd'hui. Ce que je veux juste dire de Poutine, pour finir sur Poutine, donc Poutine n'est pas un apparatchik, c'est un fils du peuple. Il vient d'une famille extrêmement modeste. Moi, j'ai vu à quoi ressemblait son appartement à Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque. Il vivait dans un appartement communautaire, c'est-à-dire plusieurs familles dans un même appartement. Sa famille, son père, sa mère, et lui avait une pièce de 15-20 mètres carrés. Et il partageait... Vous dites dans votre livre qu'il se considère comme un survivant. Alors, voilà. Et ce qui est très important par rapport à Leningrad et par rapport à cette famille, Poutine, en réalité, est le dernier de 3 fils, mais son frère aîné, il ne l'a jamais connu, est mort enfant avant le début du déclenchement du conflit, la Deuxième Guerre mondiale. Son autre frère est mort à l'âge de 2 ans, je crois, emporté par la maladie et la famine. Et il est enterré, il a su, il n'y a pas si longtemps que ça, où ce petit garçon avait été enterré. Ses parents n'ont jamais su ce qu'il était devenu. Il est dans ce cimetière terrible. Quand on va à Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose qui vous prend au tripes, le cimetière Piskarievska, qui est l'endroit où sont enterrés des centaines de milliers de Russes, civils d'un côté, militaires de l'autre, dans des fosses communes. Parce que quand vous dites oui, c'est un survivant, c'est un fils de l'histoire mouvementée de son pays. Et Saint-Pétersbourg en particulier a payé un tribut extrêmement fort à la Deuxième Guerre mondiale, pour laquelle les Russes, vous savez, ont un mot particulier. Ils l'appellent la Grande Guerre patriotique. À ce moment-là, au déclenchement de la guerre, il y avait autour de 200 millions d'habitants en URSS. L'URSS a perdu
jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas le chiffre exact, mais entre 27 et 30 millions d'habitants. Imaginez-vous ce que ça veut dire en termes de choc psychologique et de choc tout à fait concret pour chacune des familles. Bon, dans la famille de Poutine, son frère aîné a été emporté par le conflit, mais son père avait 5 frères qui sont tous morts pendant ce conflit. Donc, si vous voulez, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point la perception qu'on a du rôle de l'URSS pendant la Deuxième Guerre mondiale a évolué avec le temps. Bon, on a la chance d'avoir en France des instituts de sondage qui ont un peu d'antériorité, et je pense notamment à l'IFOP, qui a fait un sondage très intéressant en 1945 et en 2015. En 1945, l'IFOP a demandé quel était l'allié qui a le plus contribué à la défaite de l'Allemagne nazie. En 1945, les Français, c'est une question posée aux Français, les Français répondent à 53%, je crois, l'URSS, et les Américains 20 et quelques %. Devinez ce qui se passe en 2015. C'est l'effet ciseau. L'URSS 20 et quelques et les Américains plus de 50%. C'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce glissement de cette perception. Et Poutine, c'est pour ça qu'il revient toujours, ça peut paraître curieux vu de chez nous, il revient toujours sur ce qu'a signifié, comme il l'appelle, la Grande Guerre patriotique pour les Russes. Ça a été un sacrifice humain dont on n'a pas idée. Et c'était une période où l'Europe de l'Ouest et les Américains étaient alliés. Et Poutine, à juste titre, estime que les Russes ont payé un prix extrêmement élevé à cette victoire commune. Et il le rappelle très, très fréquemment à ses partenaires, comme il dit, occidentaux. Et juste une dernière chose pour ce portrait de Poutine. Il le rappelle peut-être moins les événements de 1939 en Pologne, peut-être. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Il y a, encore une fois, le Staline d'avant-guerre n'est sans doute pas le Staline, même si c'est hélas la seule et même personne, et que, y compris dans ma famille, on a eu à en souffrir de manière très directe. Mais pour finir sur Poutine, une caractéristique peut-être pas si fréquente que ça pour un homme de son âge, c'est un judoka. Et il a appris le judo très jeune, à l'adolescence, à l'âge de 13-14 ans. Et cette mentalité de judoka, le judo n'était pas du tout populaire en Russie à l'époque, c'était quelque chose de très nouveau. Cette mentalité de judoka l'a habité, l'a construit, ça il le dit. D'ailleurs, le seul livre qu'il a écrit jusqu'à présent, c'est une méthode de judo où il explique, je crois que j'en donne quelques extraits dans mon livre, il explique tout ce que le judo lui a apporté dans ses relations internationales notamment, comment on traite avec un partenaire qui peut être un rival, et comment on a toujours le respect des anciens, comment on a le respect du partenaire, et comment on essaye de convertir la force du partenaire à votre avantage, surtout lorsque vous êtes le moins costaud des deux. Et c'est le cas bon, je ne parle pas de la taille de Poutine, mais enfin, le poids de la Russie, elle a ses forces, son territoire, ses réserves naturelles, ses hydrocarbures. Elle a aussi une faiblesse un talon d'Achille très fort, c'est sa population. Parce que les Russes, on leur prête des idées belliqueuses, agressives. Les Russes ne sont pas assez nombreux aujourd'hui pour habiter le territoire qu'ils habitent. Et c'est 25 fois la France, la Russie, mais c'est à peine 2 fois la population française. Avec, en effet, vous l'avez dit, une concentration sur la partie européenne. Les richesses les plus importantes se trouvent du côté de la Chine et du côté de l'Extrême-Orient, du côté de l'Arctique maintenant, qui est une terre de conquête, de nouveau avec évidemment des voies de communication qui s'ouvrent. Et donc le souci de Poutine, c'est de faire en sorte que des petits Russes naissent en Russie et de ne pas perdre, il le dit souvent, chaque vie russe compte. Pour finir de dresser ce portrait et peut-être après ouvrir sur d'autres questions, de qui finalement Poutine est-il l'héritier ? Alors, lorsqu'on lui demande quel est votre personnage historique de référence, il cite souvent Alexandre III. Alexandre III qui avait
compris l'importance de la Crimée, du fait d'avoir pour la Russie un port et une voie d'eau en mer Noire pour tout un tas de raisons, mais aussi pour se défendre. Il cite évidemment souvent Pierre le Grand. Bon, Pierre le Grand, c'est le bâtisseur de la Russie européenne. Il a fait créer Saint-Pétersbourg pour avoir cette fameuse fenêtre sur l'Europe. Et je reviens juste au portrait de Poutine tout à l'heure. C'est pas innocent le fait qu'il soit né, non pas à Moscou, non pas dans ce vaste empire quelque part, mais précisément à Saint-Pétersbourg, Leningrad, parce qu'il porte en lui la trace de ce conflit majeur, mais il porte aussi toute l'ouverture européenne de la Russie. Et en réalité, de tous ses prédécesseurs, je dirais que c'est de loin, depuis les tsars, celui qui a la plus grande sympathie et la plus grande compréhension de l'Europe. Par Saint-Pétersbourg, par ces années en Allemagne, certes de l'Est pour nous, mais à l'époque, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était l'Europe. Et on sait maintenant, enfin c'est public, des documentaires à la télévision russe le disent, le montrent, il ne s'est pas contenté de stationner en Europe de l'Est, il s'est quand même beaucoup promené en République tchèque et ailleurs, dans ces contrées-là. Donc c'est un Européen convaincu, et d'ailleurs dans le premier ouvrage qui est sorti sur lui en Russie, il n'y en a pas eu tant que ça, mais au moment de sa première élection en 2000, on le trouve en français sous le titre de Première personne. C'est une interview à 3 journalistes. Il y a tout un chapitre qui s'intitule « Nous sommes européens ». Et vous parlez de la Tchétchénie tout à l'heure. En 2019, Kadyrov, qui est la tête de la Tchétchénie, qui n'est pas président de la République, mais qui est à la tête de la Tchétchénie, a inauguré la plus grande mosquée de Tchétchénie. Poutine ne s'est pas rendu, n'a pas pu se rendre à l'invitation de Kadyrov pour cette inauguration. Poutine le reçoit dans son bureau et lui le félicite avec l'ouverture, l'inauguration de la plus grande mosquée d'Europe. La Tchétchénie n'est pas tout à fait en Europe, mais pour Poutine, c'était très important cet ancrage, Moscou, Saint-Pétersbourg, Tchétchénie, Vladivostok, que la Russie se sente européenne. Malheureusement, le climat est un peu frais depuis 2014. Bon. Alors, oui, pardon. Est-ce que je peux embrayer sur Michel, le deuxième point, parce que le temps passe. Puisque nous parlions de Tchétchénie, ça fera le lien avec l'Ukraine actuellement. Donc la Tchétchénie, c'est un des pays de l'ex-URSS, et ce n'est plus dans la Fédération de Russie. La Russie, je crois, a tendance à considérer que ces pays-là sont sous son influence directe. Et la Russie est intervenue à 2 occasions en Tchétchénie d'une manière militaire et dure, d'après ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, la situation est tendue avec l'Ukraine. La Russie a amassé beaucoup de troupes. C'est présenté très négativement dans la presse et dans les médias européens, en présentant la Russie comme étant un agresseur potentiel, en oubliant peut-être qu'il y a quelques années, quand les Américains avaient vu débarquer potentiellement des fusées russes à Cuba, ils avaient été prêts à faire une guerre, mais ils ne voulaient en aucun cas qu'il y ait des missiles russes près de leur terre. Nous disions tout à l'heure qu'on donnerait l'indépendance à la Corse, qui d'ailleurs serait une bonne chose pour les finances de l'État français. Et ensuite, par exemple, à Corse, il y aurait une installation d'une base militaire turque en Corse. Il est probable que la France aurait une réaction épidermique. Donc, vis-à-vis de l'Ukraine, comment vous sentez la chose? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure que chaque virus comptait pour Poutine? Est-ce qu'ils veulent faire une guerre en Ukraine et récupérer l'Ukraine? Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas un gros morceau? Parce que l'Ukraine, ce n'est pas du tout la même taille que la Tchétchénie. Et est-ce que ce n'est pas partir dans un conflit très, très long, qui serait très pénalisant pour la Russie? Et puis, dernier point, si l'Ukraine affichait le fait qu'elle n'adhérera jamais à l'OTAN, est-ce que ça... finalement, qui est l'agresseur? Est-ce que c'est les paroles la velléité, la volonté de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN? Est-ce que c'est les Américains qui ont installé leurs missiles en Pologne? Qui est l'agresseur, finalement? Est-ce que c'est la Russie et Poutine, ou est-ce que c'est pas... Alors, peu la situation générale et puis l'Occident qui n'est pas non plus neutre? La situation en Ukraine est très complexe et il faut revenir là encore à la langue russe et savoir ce que veut dire le mot même d'Ukraine. Ukraine, c'est un mot russe.
ou ukrainien, si vous voulez, les deux langues sont très proches en réalité, qui veut dire frontière, marche du pays, si vous voulez. L'Ukraine, c'est les marches du pays. Ça a été le berceau de la civilisation russe dès le IXe siècle. Je vous parlais tout à l'heure d'Anne de Kiev. L'État russe moderne est né à Kiev, à Novgorod, au nord de la Russie, pendant quelques années. Puis tout de suite, c'était un climat peu hospitalier, tout de suite, les Russes ont migré vers Kiev. Et ce premier embryon d'État russe s'appelle, dans les livres d'histoire russe, la Rousse de Kiev. Donc si vous voulez, ça a duré jusqu'au joug mongol, jusqu'à 1240. Donc si vous voulez, l'Ukraine, c'est le berceau de la civilisation russe moderne, si vous voulez. Mais avec les Russes, il faut toujours revenir à l'histoire et comprendre, encore une fois, le temps long. De 1240, je saute à 1783. Vous parliez de la Corse. La Corse est française depuis Louis XV. La Crimée est russe depuis Catherine II. 1783, elle l'a conquis à l'Empire ottoman. Donc, si vous voulez, la Crimée, il faut distinguer la question de la Crimée et la question de l'Ukraine, pour bien comprendre. La Crimée a toujours été russe. Et elle s'est retrouvée d'un coup de crayon en 1954 par 8 lignes exactement d'un décret signé Khrouchtchev qui s'est fait sur une base juridique plus que faible, où il a décidé de rattacher la Crimée à Kiev et la détacher de Moscou. Si vous voulez, Poutine, lorsqu'il a opéré l'opération dans le sens inverse, rattaché ou annexé, comme vous voudrez, la Crimée à la Fédération de Russie, il a en quelque sorte réparé ce que les Russes voyaient comme une erreur historique de Khrouchtchev. Et c'est très intéressant de penser qu'un homme comme Anatoly Sobchak, qui pourrait être un des mentors de Poutine, vous me demandiez de qui il est le successeur, c'est certainement quelqu'un qui a compté dans son parcours. Anatoly Sobchak était le premier maire élu de Saint-Pétersbourg, un des pères de la Constitution russe d'aujourd'hui, une personnalité très libérale, très respectée, et le père de Ksenia Sobchak, qui a été la seule femme candidate à l'élection présidentielle de 2018. Bien, Sobchak disait, quelque temps avant sa mort encore, et c'était un grand juriste, que les frontières de 1991, telles que ces nouveaux États se sont retrouvés après la chute de l'URSS, étaient vraiment sujettes à caution, que les seules frontières indiscutable d'un point de vue strictement juridique, c'était celle de 1922. Tout le reste était sujet à caution. Et la Crimée est devenue ukrainienne en 1954. Si vous voulez, quand les événements de Maïdan ont commencé à l'hiver 2013-2014, ce que Poutine ne pouvait pas imaginer, c'est qu'en effet, des Marines américains stationnent sur la base de Sébastopol. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu cette rattachement, annexion, encore une fois, comme vous voudrez, il y a eu 2 nouveaux sujets de la Fédération qui ont intégré la Fédération de Russie. Vous aviez la République de Crimée et la ville autonome de Sébastopol qui a exactement le même statut que Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est vous dire l'importance symbolique très forte attachée à Sébastopol. Sébastopol, c'est le port militaire russe sur la mer Noire et c'est le seul. Et malheureusement, depuis 2014, vous avez cette situation très conflictuelle, non réglée au Donbass, qui est cette partie de l'Ukraine qui regarde vers la Russie. Vous savez, il faut bien avoir à l'esprit la carte de l'Ukraine. Elle est divisée du nord au sud par un fleuve, le Dniepr. Et cette division est malheureusement aussi symbolique, dans le sens où vous avez à l'ouest une population ukrainienne, ethniquement ukrainienne, qui regarde vers l'Europe, et à l'est, une population russe, ethniquement russe, qui regarde vers la Russie et qui est surtout russophone. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi tout ce conflit qui a fait, entre parenthèses, plus de 13 000 morts depuis 2014. On l'oublie souvent quand on évoque la question ukrainienne ici. Il faut lire un livre qui est trop peu connu en France, malheureusement, mais que les Russes connaissent par cœur, les Américains aussi, et ce livre, c'est Le Grand Échiquier de Brzezinski. Brzezinski était le conseiller de Jimmy Carter, c'était un expert en géopolitique très influent jusqu'à sa mort en 2017-2018. Dans ce livre qui est sorti en 97,
97, on est au milieu de cette décennie 90 qui était terrible pour les Russes. L'État russe était vacillant à ce moment-là. Brzezinski écrit, je crois que c'est page 160 de mémoire, dans ce livre-là, noir sur blanc, l'Ukraine est le pays principal qu'il faut détacher de la Russie. Tout le sujet de le grand échiquier, c'est le continent eurasiatique, et c'est comment installer durablement la Pax Americana, si vous voulez, c'est-à-dire le règne des États-Unis sur cette partie du monde, pour plein de raisons très positives. Il faut vraiment lire le texte pour rentrer dans la pensée de Brzezinski et d'une partie des Américains qui sont à la Maison-Blanche aujourd'hui. Il faut confiner la Russie dans son rôle de puissance régionale, et pour ce faire, il faut détacher d'elle un certain nombre de pays satellites, entre guillemets, si vous voulez. C'est toutes les républiques d'Asie centrale en ce temps. C'est un certain nombre de pays sur le flanc ouest, et l'Ukraine, dit-il, est le morceau le plus important. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on relit ce livre avec nos yeux d'aujourd'hui, il écrit dans ce livre « Il faut dès aujourd'hui, même si l'échéance paraît lointaine, annoncer aux Ukrainiens que ça doit se faire dans la décennie 2005-2015. » En 2004, vous avez la révolution orange, un nouveau président qui arrive au pouvoir, qui aura une politique très otanienne et très pro-Union européenne. Vous avez ensuite 2013-2014, un président, Yanukovych, qui était corrompu, que les Ukrainiens n'appréciaient pas, mais qui était pro-russe, qui est chassé du pouvoir, et vous avez toute la suite que nous connaissons, et dont nous voyons que le conflit n'est pas réglé. Je ne crois pas du tout que les Russes aient des envies d'annexion, puisque c'est ça qui est posé en réalité, du Donbass. Les Russes sont très attachés aux accords de Minsk, qui est la base juridique des négociations actuelles sur le futur de l'Ukraine. Et dans ces accords de Minsk, il est dit très clairement que le Donbass fait partie intégrante de l'Ukraine. En revanche, ce qu'a dit Poutine, il l'a répété ces jours-ci, mais il l'avait dit en sortant de la dernière réunion en format Normandie qui a eu lieu ici à l'Élysée en décembre 2019. Il dit « Si nous assistons à ce qui s'est passé à Srebrenica en 1995, nous interviendrons. C'est-à-dire que nous ne laisserons pas les Russes massacrer par des troupes qui ne feront pas dans le détail. Ce qu'il faut bien comprendre, une des explications de la situation actuelle, vous avez une nouvelle administration américaine qui fait du Brzezinski dans le texte, si vous voulez, et vous avez un président ukrainien, Zelensky, qui a été élu en 2019, qui est vraiment un homme nouveau en politique. C'était un excellent, moi j'aimais bien le voir. Oui, il était excellent, c'était un acteur humoristique, si vous voulez, c'est comme si on avait un Coluche. Reagan. Coluche, qui serait devenu président. Reagan avait quand même... Il était gouverneur de la Californie. Il a été gouverneur, c'était un acteur. Reagan et Macron sont d'ailleurs les deux modèles de Zelensky. C'est ce qu'il disait avant son élection. Mais si vous voulez, il n'avait absolument aucune expérience politique. Il a joué le rôle d'un professeur devenant président. Mais c'est son école, c'est son ENA à lui, si vous voulez. Ça ne fait pas un président solide pour autant. Et Zelensky a une politique quand même très... je cherche le mot français, très peu prédictible, on dit ça ? Prévisible. Très peu prévisible, pardon. Et si vous voulez, il a été élu en 2019 avec un score soviétique, 73%, ça ne s'était jamais vu depuis que l'Ukraine moderne, 91, existe. Aujourd'hui, sa cote de popularité est très faible et il désigne un ennemi tout trouvé pour se reconstruire aussi une légitimité à l'intérieur. Vous avez plusieurs acteurs dans le jeu politique ukrainien, intérieur ukrainien, avec des oligarques pro-russes, anti-russes, pro-américains, qui compliquent singulièrement le jeu. Justement, Elena, ça fait la transition, il nous reste 3 minutes, alors on va devoir aller assez vite avant de passer en room virtuel. Pour entamer peut-être la discussion sur l'économie et le business qu'on peut aller faire
en Russie, il y a certains freins. Et le premier, en tout cas dans l'inconscient européen, c'est cette oligarchie russe. Qui sont finalement les oligarques aujourd'hui en Russie? Quelle place ont-ils? Existe-t-il encore vraiment? Ou est-ce que finalement un fantasme? C'est l'insécurité juridique. Alors, les oligarques ont existé. Oui, aussi. De nouveaux oligarques existent. Ce ne sont pas les mêmes que l'époque de Yeltsin. Mais les oligarques existeront toujours, si vous voulez. La Russie, encore une fois, est un pays jeune. C'est un pays millénaire, mais la Fédération de Russie est un pays jeune, avec une accumulation du capital qui est très jeune. Si vous voulez, c'est Chicago années 20-30, s'il fallait une comparaison parlante. Donc, il y a aujourd'hui un nouveau clan d'oligarques qui ont été des proches de Poutine, qui se sont retrouvés très riches en assez peu de temps. Ils existent, mais il ne faut pas que ce sont de grands hommes d'affaires, si vous voulez, qui ont emprunté des chemins, peut-être, qui ne sont ni l'ENA, ni HEC, ni Polytechnique. Mais en tout cas, ils ne sont pas un frein. Parce qu'on a cette impression quand même, pour finir, qu'aujourd'hui, et on a des directeurs financiers qui nous regardent, aujourd'hui, ça nous paraît compliqué pour nous, Européens, d'aller faire du business en Russie. Et alors, il y a cette partie-là, et d'ailleurs, vous aidez aussi les entreprises à aller faire du business là-bas. Et puis, il y a un deuxième point, on parlait de l'économie de marché, qui est en place depuis plusieurs années, mais on ne voit pas aujourd'hui de grandes entreprises russes venir attaquer le marché européen, elles arrivent américain, mais on ne les voit pas. Parce qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais Kaspersky, je ne sais pas si c'est un nom Alors, c'est effectivement un bon exemple. Yandex arrive là, en France, sous un autre nom, mais c'est très récent. Non, il y a un tissu d'entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a 15 millions d'entrepreneurs. Est-ce qu'on peut aller entreprendre en Russie aujourd'hui? Ou est-ce qu'un Russe peut entreprendre? Un Russe peut entreprendre. Un Russe est très encouragé à entreprendre. Je vais même puisqu'on rentre dans une période où on va commencer à déclarer des impôts, depuis le 1er janvier 2021, l'impôt sur les sociétés, parce qu'il y a vraiment un mouvement très volontariste pour développer le numérique en Russie, pour les sociétés dans le domaine des IT, est tombé de 20% à 3%. Et l'idée, c'est de pouvoir attirer, évidemment, beaucoup d'entreprises innovantes dans ce secteur-là. Mais pas seulement. Il faut savoir que la France est le premier employeur étranger en Russie. On le sait trop peu. La France est le deuxième investisseur en Russie. Il y a 500 filiales françaises en Russie. Si on prend tous les Français qui sont partis, et il y en a beaucoup, développer des affaires là-bas. Il y a à peu près 1000 entreprises aujourd'hui françaises qui travaillent sur le sol russe. Et vous avez tout un écosystème. Yves Rocher, très implanté également. Yves Rocher, je crois que c'est leur deuxième marché pour la Russie, pour le monde, pardon. Mais il faut absolument jouer la carte française parce qu'en plus, nous avons vraiment une bonne image chez les Russes depuis fort longtemps. Vous savez, il y a une blague qui circulait beaucoup dans les années 90, du temps où c'était compliqué de voyager pour les Russes. Deux Russes se rencontrent et disent « Ah, j'ai de nouveau envie d'aller à Paris ». Et l'autre lui dit « Quelle chance, tu es déjà allé à Paris ?» Il dit « Non, mais j'ai déjà eu envie ». Et ben voilà, je pense que c'est une bonne note pour finir cette interview. On n'a peut-être pas eu le temps d'aborder tous les sujets, mais en tout cas, je remontre votre livre pour ceux qui ne l'ont pas vu au début et qu'on aura le plaisir de faire parvenir à l'ensemble des participants. Merci Elena Perrou. On aura le plaisir, vous ne le savez pas encore, mais de se retrouver à l'Agora des DSI, des RSSI, parce que je souhaite absolument vous recevoir sur toutes ces questions russes et sur l'actualité IT aussi. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Merci à tous, passez une très bonne soirée et à bientôt. Au revoir.